Maçons et femmes indiennes manœuvrent est une scène de genre réalisée entre 1883 et 1887 par le peintre Victor Fulconis. Professeur de dessin au lycée de Saint-Pierre, Fulconis a produit de nombreux dessins, dont un riche carnet de 99 dessins au crayon et à l'aquarelle reliés en un album, aujourd'hui conservé aux archives de la CTM. Nous sommes devant une aquarelle de Victor Guillaume Fulconis, né à Mustapha, dans le département d'Alger en 1851, au moment où il est professeur de dessin certifié au lycée de Saint-Pierre à la Martinique. Victor Fulconis est le fils du sculpteur et ornemaniste Louis-Guillaume Fulconis, originaire des Alpes-Maritimes, installé depuis 1835 à Alger. D'abord élève de son père, le jeune homme débute sa formation à l'École des Beaux-Arts de Paris, dans l'atelier de François Jouffroy, où il remporte plusieurs récompenses. Déçu d'avoir échoué au prix de Rome, il se tourne vers l'enseignement et obtient d'abord un poste temporaire à l'école municipale d'Alger, avant d'obtenir son concours et être nommé pour son premier poste titulaire à la Martinique. Il arrive le 26 octobre 1882. En 1881, la réforme de l'enseignement secondaire de Jules Ferry institue la gratuité de l'école primaire et l'obligation scolaire pour tous les enfants. Elle amène un bouleversement de la société coloniale antillaise et ses hiérarchies dans l'éducation. Les enjeux du développement industriel français, qui a besoin de techniciens qualifiés, conduisent le ministre de l'Instruction publique à donner une nouvelle place à l'enseignement artistique dans les écoles, la musique et le dessin. Cette démocratisation des arts sous la Troisième République aura des conséquences sur les pratiques artistiques aux Antilles, dont l'enseignement s'inscrit désormais dans un enjeu républicain. En Martinique, avec la création du lycée de Saint-Pierre en 1880 et du pensionnat colonial en 1883, l'enseignement du dessin s'institutionnalise et se démocratise. Introduit par le gouverneur, Victor Fulconis est le premier professeur de dessin recruté au lycée de Saint-Pierre. Maçons et femmes indiennes manœuvrent, dont le titre est écrit par la main de l'artiste sur la bordure droite de l'œuvre, représente une scène anecdotique de la vie citadine à Saint-Pierre avant la catastrophe de 1902. Un homme et 4 femmes, croquées sur le vif, sont occupés à des tâches ingrates réservées aux plus pauvres, celles de nettoyer les rues, de réparer, d'embellir la ville. L'aquarelle montre les différentes étapes d'un travail de maçonnerie. Une première femme debout porte sur sa tête un trait contenant des pierres grises. Ses bras sont croisés, elle porte une chemise en coton blanc et un tissu rouge noué en guise de jupe. Le plateau, légèrement incliné, traduit la lourdeur du poids qui repose sur sa tête. Son corps semble las, mais elle reste digne et droite. À ses pieds, une autre femme portant un foulard rouge et une jupe jaune trie des pierres volcaniques qui sont amoncelées. Dans un mouvement elliptique, une troisième femme coiffée d'un chapeau rond tamise les graviers pour obtenir du sable fin, tandis qu'une quatrième à droite réalise du mortier avec sa pelle pour réaliser un mélange homogène. Enfin, sur la droite, le maçon, habillé entièrement en coton blanc et coiffé d'un chapeau de paille, utilise sa truelle pour enduire le mur avec la préparation. À l'arrière, une femme observe la scène à l'ombre du mur. À première vue, les personnages ne sont pas caractéristiques de leur identité. Pour un simple élément, on ne distingue pas de visage. On distingue une touche marron. On sait que ce sont des femmes par rapport aux vêtements qu'elles portent, mais on ne peut pas savoir quelle est leur identité. L'élément indien majeur de cette composition serait le pli du vêtement, le pli de la jupe, qui se distingue et qui rappelle étrangement non pas un vêtement féminin, un sari, mais plutôt un dhoti, un vêtement masculin. On peut se dire qu'à cette époque, justement, il était courant en 1883, pour le travail de ces femmes, d'utiliser non pas le port d'un sari qui pouvait être encombrant, qui ne pouvait pas justement leur permettre de faire toutes ces manœuvres, rappelons le titre de l'œuvre, mais le vêtement masculin leur permettait de ramasser, de porter, d'aller et venir.
La composition en frise, c'est-à-dire représentant des personnages de grand format de gauche à droite, répond aux conventions académiques de la scène de genre. La palette de couleurs est équilibrée. Le gris, le blanc, le beige de la rue sont rehaussés par les couleurs chatoyantes des jupes des femmes, le rouge, le violet, le bleu et l'orange clair. La présence des chapeaux de paille apporte une touche chaude, tandis que le blanc des chemises en coton éclaire la peau noire des personnages. La femme au centre de la composition porte les couleurs du drapeau français, le bleu, le blanc et le rouge. Alors la scène de genre connaît un développement assez important. Elle est nourrie par le militantisme social et esthétique du réalisme français post-1848. Alors son essor est aussi influencé par l'engouement dans la Caraïbe pour les scènes sociales, de la vie domestique, urbaine. Ainsi, les villes de Bridgetown, Kingston, Port-au-Prince, Saint-Pierre, Fort-de-France, Basse-Terre ou encore Pointe-à-Pitre s'affichent désormais à travers une iconographie populaire diffusée par la gravure, comme les symboles d'une société coloniale urbaine et dynamique tournée vers la modernité et le progrès, faire valoir des sociétés occidentales industrielles. Saint-Pierre en particulier est très symptomatique de ce développement urbain. Saint-Pierre est surnommée la perle des Antilles parce que, en fait, elle est la ville principale qui rayonne sur toutes les petites Antilles. Elle a un théâtre, elle a des lieux de culture, elle a bien sûr des lieux de commerce importants, mais il ne faut pas quand même oublier que même avant l'éruption de la montagne Pelée en 1902, Saint-Pierre était déjà une ville déclinante. À la fin du 19e siècle, l'agitation de la ville, ses ouvriers, ses marchandes ainsi que ses travailleurs pauvres issus de l'engagisme, devient un sujet privilégié pour les artistes comme Fulconis, Alice Alban ou encore Paul Gauguin. Dès son arrivée en 1882, Victor Fulconis, qui est alors âgé d'environ 33 ans, va s'intégrer très rapidement à la vie martiniquaise, puisqu'il épouse même le 5 mai 1884 la fille du maire de Saint-Pierre, la jeune Louise Dupuis, âgée seulement de 19 ans, avec qui il aura 7 enfants. Il s'implique en politique en tant que conseiller municipal et la presse locale révèle qu'il est aussi très actif dans la vie culturelle et artistique. On le retrouve membre du jury de l'exposition agricole de la Martinique en 1883. Il réalise également des décors pour le théâtre de Saint-Pierre. Il représente la Martinique à l'exposition d'Anvers en 1885. Où il présente justement ses albums de dessin qui seront récompensés d'une médaille de bronze. La volonté de son épouse de quitter son île natale amène Victor Fulconis à démissionner de son poste en 1887. Le couple part s'installer à Paris, mais la nostalgie de la Martinique est présente et la vie en France décevante. Après avoir participé à l'exposition universelle de 1889, où il reçoit une médaille de bronze, Fulconis décide de retourner à Saint-Pierre de 1890 à 1894, où il tiendra une boutique de fourniture d'art tout en dispensant des cours privés de dessin. Il représente la colonie à l'exposition internationale de Chicago en 1893. Après différents séjours en Algérie et en France hexagonale, il retourne vivre à Oran. De ces deux périodes martiniquaises, Fulconis réalisera de très nombreux dessins sur le vif, conservés en partie aux archives de la CTM et au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Quant à ces décors du théâtre de Saint-Pierre, ils seront détruits en 1902.